sur les bords de la Méditerranée, à 2 pas des Pyrénées. Canet-en-Roussillon. 100 000 habitants l'été, et pour veiller sur eux, 24 gendarmes. Gendarmerie. Pour la première fois, une brigade de gendarmerie accepte d'être filmée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant tout un été. Un dispositif unique pour une immersion sans précédent, au plus près de l'action et de la vie de ces héros du quotidien. Les gendarmes, comme vous ne les avez jamais vus. Pierre, Dédé, Fred, Thomas, Momo, Jennifer et bien d'autres encore. Tous vivent ensemble au cœur de la brigade. Tous ont accepté de partager leur moment de bonheur. Une brigade comme Canet, si on n'avait pas des moments comme ça, on serait tous chez les fous. Mais aussi leur moment de doute. Je stresse, mais en même temps, c'est son métier. Ce métier, tous ont accepté d'en parler à cœur ouvert. Comment résiste-t-il à l'extrême tension qui le caractérise? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire? Moi, la question me hante. Bouge pas! Allons-nous, fais feu! Une vie pour eux, c'est pas important, donc... S'imagine tous les scénarios. C'est visuel, je les ai à 100 mètres devant moi. Prise d'otage, une prise d'otage. Je sais pas si tu te rends compte, c'est pas des bêtises là qui te sont reprochées. Ça bouge! Attention les gars. À ce moment-là, je sais que je suis seul à pouvoir réagir. Adrénaline, émotion, stress, passion. Une plongée inédite dans la vie d'hommes et de femmes hors du commun. Bienvenue à la brigade de Canet. Non, c'est pas évident, non. C'est pas évident. J'y arrive plus. Deux semaines plus tôt, à la brigade de Canet. Ce jour-là, Pierre ne se doute pas encore, bien sûr, des événements tragiques qui l'attendent dans les jours à venir. Il savoure le calme avant la prise de service. Comme tous ses collègues, Pierre vit avec sa famille dans la caserne où il travaille. Il n'a que quelques mètres à faire pour rejoindre son bureau. Je vais l'aider. Ça va? Ça va déjà? Ça va? Ce qui me plaît dans mon métier de gendarme, particulièrement, c'est le contact humain. À 43 ans, Pierre a deux passions, sa femme Corinne et sa fille Manon. C'est également un amoureux inconditionnel de la nature. Le stress, ouais, il faut l'évacuer. Mais surtout, c'est un gendarme hors norme, depuis 23 ans, dont 13 à Canet. Un gendarme convaincu que l'ordre passe par le dialogue. À l'origine de sa vocation, une arrestation, la sienne. Il avait 16 ans et il roulait sans casque sur sa moto. Un gendarme a croisé sa route. Je me rappellerai toujours, le gendarme il me dit qu'est-ce que tu préfères, une gifle ou une amende? J'ai pas réfléchi 3 heures. Je savais très bien que si je prenais un PV, il faudrait que je le montre à mon père et que j'allais prendre une gifle. Donc j'ai dit je préfère la gifle, direct. Il m'a dit bonne réponse. Il m'a dégonflé les pneus et je suis parti en poussant. Les paroles qu'avait tenues ce gendarme ce jour-là m'ont marqué à jamais, quoi. 8 heures. Comme tous les matins, Pierre partage un café avec ses collègues de la brigade.
pas ça en haut. Il dit mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Je l'aurais acheté moi. T'attaquer la bombe à la Un court moment de détente avant le briefing quotidien avec le capitaine de la brigade. Département. Au passage de... Pierre, comme tous les gendarmes présents, fait le point sur les affaires traitées la veille. Alors expliquez-nous toutes les plaintes que vous avez prises, il y en a un paquet là. On a eu des vols avenue des Hauts-de-Canet, apparemment sur Malibu, c'est là hôtel. Donc ils sont rentrés, ils ont forcé le volet en bois, brisé 2 vitres de la porte-fenêtre. Donc vraisemblablement c'était Argent Bijoux qui cherche comme d'habitude. Le dernier événement dont on peut parler qui est... La journée peut commencer pour Pierre. Aujourd'hui avec Johan, il est de patrouille dans les routes Canet. Pour Pierre, les patrouilles sont toujours un moment de tension. Il sait que n'importe quelle intervention peut dégénérer, et cela lui pose de plus en plus de problèmes. Oui. Est-ce que c'est possible que vous vous rendiez à Villelongue? Alors je t'explique. En fait, il y a des jeunes qui sont en train d'insulter tous les passagers d'un bus de ville. Mais ils étaient vachement agressifs. Et Deux individus auraient violemment semé la pagaille dans un bus. A priori, rien d'insurmontable pour un gendarme expérimenté comme Pierre. Sauf qu'à la radio, son collègue lui précise que l'un des jeunes aurait un couteau. Est-ce que c'est cet arrêt-là? Pierre et Johan se positionnent en avance au prochain arrêt du bus. Face à deux individus potentiellement dangereux, Pierre sait qu'il va devoir faire preuve de beaucoup de psychologie s'il ne veut pas que la situation dérape. Je suis pas violent, je suis contre la violence. Moi je suis pour le dialogue à 200 000%, quoi. Cette philosophie, Pierre en est conscient, est de plus en plus difficile à appliquer au quotidien. Bonjour. Les deux qui sont au fond là-bas? Bonjour messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment vous semez... le bus, je me suis coupé le doigt, je ne se passe rien. C'était un grand moment de la bêtise humaine. Apparemment non, ça se passe pas si bien que ça. Alors on va descendre avec vous. Un grand moment de l'Australopithèque dans sa splendeur. Quand on est complètement bourré, on est un abruti. Le dialogue contre la violence, c'est la méthode de Pierre. Mais face à ces individus, le gendarme est immédiatement mis en difficulté. On nous appelle parce qu'apparemment... Tu me dis en plus. Attendez. Rien fait. On va là. Viens, on va aller au gendarme. Viens. Mais on vous a... avec toi. Mais pourquoi on vous mettra en garde à vue? Viens. On va aller en garde à vue, viens. C'est pour que ce soit la garde à vue, viens. On va au prison. Mais j'ai ta voiture, viens. Mais j'ai pas envie de vous mettre en garde à vue là. Moi, tu me fais toi. Je crois que je vais ta campagne avec tes pavillons de merde, moi. Mais il faut vous calmer, monsieur. Ça sert à rien de vous énerver. Tu m'as dit. Oui. On a niqué le bus. Non. Contre toi. Voilà le bus, je vais le repayer. Moi, je vais avec ton garde à vue. Moi, j'ai peur, moi, de la garde à vue de la prison. Moi, j'ai avec vous tout de suite, moi. Non, mais monsieur, vous calmez. Moi, te pas le crainte, toi. Et on a été abreuvé d'insultes. Abreuvé d'insultes. Putain de merde, là, ça m'énerve ici. Moi, te pas le crainte, toi. Oui. On m'a payé. Oui. On m'a payé. Je paye le bus pour quoi? Non, on m'a payé. Chaque je paye gratuit, moi. C'est encore mort. Il n'y a pas de calme. Je me calme pas. Je me calme pas. Je rentre comment? Qu'est-ce qu'on fait? On est deux gendarmes. Ils sont deux. Ils sont alcoolisés. Virulents, verbalement. Il faut au moins qu'on soit deux pour en attraper un. Hein. Mais quand on va en attraper un, que va faire l'autre? J'ai payé le bus. 6 heures, je rentre comment? On va s'énerver, ça sert à rien. Enlève ta truc, je te casse les dents le métro. On se met à ta tête, je te pète les bouches. Toi, t'as 20 ans, toi. T'as 20 ans, là. Tant que je peux mettre de la truc manière. Putain, je serai pas, je te casse la gueule, au moins. Je pense qu'on peut demander à 10 personnes. Il y a 10 personnes qui vont nous dire « Ah, mais moi, je tolérerai pas ce qu'il nous a dit. » Mais ces 10 personnes-là, elles sont pas gendarmes. Des contrôleurs de bus viennent renforcer l'équipe de gendarmerie, mais Pierre reste toujours aussi calme. Ce qui l'attend en fait, ce sont ses collègues gendarmes. Maintenant que le rapport de force est inversé, Pierre peut enfin sortir de son silence. Et malgré la tension, il espère toujours un retour au calme. Il tente donc de raisonner l'individu. Non mais... Ah non, monsieur, c'est bon, j'en ai marre. Mais là, vous n'avez pas arrêté de parler. Laissez-moi parler.
Laissez-moi parler. Moi, je cherche à trouver un arrangement. Et l'arrangement, on peut le trouver avec vous. Avec plaisir, monsieur. Avec plaisir. Ah mais là, ça va mieux, vous êtes calmé. Tout à l'heure, ça fait 1 heure que vous m'insultez, que vous me criez dessus. J'avais dit on va faire un arrangement. Mais oui. Ah, bah, non, Mais vous me laissez pas parler. Comment vous voulez que je trouve un arrangement si vous me laissez pas parler? Vas-y, ok, je vous écoute, vas-y. Qu'est-ce que vous préférez? Ouais. Finir la nuit en cellule ou rentrer chez vous pour aller voir Uruguay-France? M'en bats les couilles. Un des deux, comme vous voulez vous. Ah non, mais moi c'est pas moi qui veux, c'est vous. Mais moi, je veux rentrer chez moi. Vous allez reprendre le bus que si vous êtes calme et vous foutez pas le bordel. Mais si c'est pour hurler et vociférer dans le bus... Toi, sale petit... Oh! Oh! Ouais. Non mais ça va aller, là, 2 minutes là. Hein. Là j'en peux plus là. Vous comprenez ça que j'en peux plus là? Moi je suis pour le dialogue à 200 000% quoi. Mais on peut pas, on peut plus. On peut plus. Mais bon, c'est pas parce qu'on peut plus qu'il faut quand même pas essayer. Donc ce jour-là, on a essayé. Moi, monsieur, je vais rentrer. Bah ouais, mais visiblement, ça se passera pas comme ça, donc... Donc on vient avec vous. Vous allez venir avec nous? Hein? Allez, bouge, moi. Non, mais c'est la sécurité. C'est quoi la sécurité? Mais là, vous êtes sérieux? Main dans le dos. Non, mais attends. Mais c'est pas grave. Non, mais là, monsieur, vous abusez. Mais non. Mais non. Il y a 23 ans, Pierre a choisi d'être gendarme. C'était une vocation. Et malgré son aversion pour la violence, ce sont 23 années qu'il ne renie pas. Son métier reste l'une de ses passions. Mais aujourd'hui, ce héros tranquille du quotidien commence à se poser des questions. On essaie de s'adapter. C'est pas facile. Et ça l'est de moins en moins. La violence est de plus en plus présente, verbalement et tout. C'est de plus en plus difficile. Ça sert à rien de s'énerver. On s'énerve, il s'énerve, ça fait monter la tension. Tant qu'on reste calme, et même s'il provoque, ça doit passer. Et c'est plus long. Les 2 fauteurs de troubles sont amenés à la brigade. Ils sont immédiatement placés en cellule de dégrisement. Ah, mais elles sont propres, toi. Vu les propos qu'ils ont tenus, la façon dont ça s'est passé dans le bus, visiblement le chauffeur veut faire ça, veut déposer plainte, donc ils sont placés en garde à vue. Il y a eu des insultes, des outrages, donc voilà quoi, c'est des comportements qu'on ne va pas laisser passer non plus, parce que sinon ça se reproduira. Ils se sentiront impunis, donc voilà. Les 2 individus ne relâchent pas la pression. Mais Pierre, comme ses collègues, ne répond pas à leur provocation. Et en ouvrant le sac à dos du jeune homme, son approche, son calme, vont tout à coup s'imposer comme la meilleure des décisions. Un couteau. Le souci, c'est de toujours être sur le qui-vive. Il faut toujours être prudent. Il faut essayer d'engager un dialogue. Il faut, voilà, quoi, il faut essayer de calmer les choses, mais toujours en restant sur ses gardes. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, en l'occurrence, le gars, il avait un couteau dans son sac. Enlève ta truc, je te casse les dents le métro. On se met à ta tête, je te pète les pouces. Il a quand même ouvert à un moment donné son sac. Donc on fait toujours attention, mais on lâche pas le contact, quoi. Parce que si on lâche le contact, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ne pas lâcher le contact, ne pas laisser la situation déraper. La solution de Pierre, c'est donc le dialogue. D'autres préfèrent la fermeté, chacun sa méthode, mais depuis 2 ans, aucun gendarme de la brigade de Canet n'a été blessé sérieusement en intervention, et c'est ce qui compte. C'est la fin de la journée, Pierre peut rentrer chez lui et essayer d'oublier la tension accumulée. Et à Canet, déconnecter, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs.
Du reste, les gendarmes de la brigade ne s'en cachent pas. Ils ont de la chance. Beaucoup de chance. Le soleil, la mer, la plage et des logements neufs situés à proximité d'un petit port de plaisance. Idéal pour décompresser en quelques minutes. Et quand ça ne suffit pas, Pierre, lui, a son petit truc. Ah, c'est parti. Jouer avec ces petits engins, je trouve ça très très sympathique. Moi qui prône la non-violence, qui suis un non-violent, qui suis plus pour la discussion, là, franchement, c'est celui qui en tue le plus qui a gagné. Apparemment, rien ne vaut le défoulement virtuel. La famille de Pierre, c'est Corinne, 42 ans, secrétaire dans un garage. Ils sont mariés depuis 20 ans. Vous venez mettre la table là? J'ai fini la partie. Et leur fille Manon, elle a 18 ans. Bien Manon? Non. Non mais j'arrive, mais je termine là, on a pratiquement gagné. S'il vous plaît. La force de Pierre, c'est son tempérament, C'est bon, je suis prêt ou je peux continuer à jouer? sa légèreté, son humour. Je peux en refaire une? Si vous voulez manger. Je peux en refaire une. Mais derrière cette apparence paisible, il y a une lassitude, Elle sort beaucoup là-bas? une fatigue accumulée après des années passées à lutter contre la violence, physique ou verbale, une fragilité, et c'est là que Corinne intervient. Corinne a toujours été là. Elle a toujours été là dans les bons, les mauvais moments de mon métier. Ouais. Donc, elle me pose pas de questions, mais enfin, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Elle me connaît, quoi. Elle me connaît par cœur. Donc, elle sent de suite si j'ai eu une mauvaise journée, une bonne journée. Voilà, quoi. Mais elle veut pas rentrer dans le détail. Il est sensible, hein. Mais non, je pense que ça aide. Tout dépend des interventions. Il y en a, ils sont très droits, ils vont foncer. Peut-être que des fois, il faut dialoguer, il faut arriver, je sais pas. C'est pas un défaut, être sensible. Enfin, je sais pas, hein. Mais il faut avoir de tout. Il y en a qui sont pas sensibles et il y en a oui. Voilà. Donc il faut de tout pour faire un gendarme. Hein. Ce soir-là, une fois de plus, Pierre est parvenu à se ressourcer en famille. Et pourtant, dans 2 semaines, les tensions accumulées en 23 ans de métier ressurgiront pour l'amener à un moment décisif de sa carrière. Au matin, la nuit a calmé les esprits. Pierre libère les fauteurs de troubles de la veille, qui sont aujourd'hui davantage pressés de rentrer chez eux que d'insulter les gendarmes. Mais ils devront tout de même s'expliquer devant le juge. Gendarmerie de Canet, bonjour. À l'accueil de la brigade, le planton comme ils disent, la vie reprend son cours. Elle vous traite de connard ou elle vous insulte? De connard, Effectivement. et de débile. D'accord. Mais c'est des insultes qui sont pas publiques. Être gendarme, c'est être au service de la population 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais vous savez pourquoi vous venez tous les jours? Pour Laura Gruchy qui ne s'est pas présentée au collège. C'est qui Laura Gruchy? Sa fille. Et vous êtes qui par rapport? La mamie. Je suis sa mère. Et vous êtes? C'est ma sœur. Mais être à l'écoute ne veut pas dire supporter n'importe quoi. C'est en tout cas la position de Fred. C'est parce que vous êtes mineur, jeune homme. Vous êtes mineur. Fred a 42 ans. Il y a des lois en France, on va les respecter. Vous êtes mineur, je vous remets à vos parents. Que ça vous fasse plaisir ou pas. Il est gendarme depuis 17 ans, dont 7 passés à Canet. Je suis pas du tout patient. Non. Je suis militaire, donc il y a une borne à droite, une borne à gauche, faut pas la dépasser, quoi. Fred a choisi la carrière militaire et la gendarmerie très jeune, par amour de la rigueur, de la discipline et du respect. Mais aussi de l'adrénaline, une tendance qui se confirme dans sa passion pour les sports extrêmes. J'adore ça. Ça me calme. Ça me libère de la pression qu'on a, quoi. Le stress de la patrouille, c'est carrément autre chose. Je suis content d'être là, puis de progresser en pleine montagne. La gendarmerie pour Fred, c'est une institution. L'uniforme, un objet sacré. Gare à ceux qui ne le comprennent pas. Oh, vous la fermez maintenant, ok? Terminé, vous me suivez, point. Tu bouges pas. Et maintenant le dos. Je me suis fait arrêter une fois dans ma vie par un gendarme,
J'étais terrorisé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais super poli, etc. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Les gens sont de plus en plus virulents, violents. Ça peut être arrivé jusqu'à des insultes. Et là, ça, j'accepte pas. L'incivilité, l'irrespect, ce sont donc les deux limites de Fred, celles qu'il ne faut jamais dépasser. Ce jour-là, sa patrouille va le confronter à tout ce qu'il déteste. Laurence, sa collègue, a pris un appel pour une dégradation de véhicule. Je crois savoir qui c'est. C'est récurrent, c'est tout le temps la même chose et on y intervient peut-être, je sais pas, au moins une fois par semaine. Je sais très bien chez qui je vais et je sais très bien que s'il n'y a pas de solution. Et ça va être du sport. Bon, je ne m'attendais pas à la suite, quoi, hein, mais par contre, je dis qu'est-ce qui va me tomber dessus, quoi. Si Fred intervient souvent dans cette rue, c'est notamment en raison de ce panneau de stationnement interdit qui aurait été posé illégalement par le propriétaire du mur et de la maison qui va avec. Depuis, ce monsieur, si l'on en croit sa voisine, s'en prend au véhicule garé devant chez lui. Ça vient me faire, je commence à me faire en avoir marre de ce couple-là, c'est toujours les mêmes. Attention, les vélos. Regardez ma voiture. Ah mais là je porte plainte parce que ça fait 2 fois. Il a pris sa voiture, il était légèrement éméché, il est parti avec sa voiture. Bon, vous êtes formel, vous l'avez vu? Ah oui, oui, il est sorti, il a fait ça sur la voiture. Bon. Il est sorti du garage avec un pied de biche. Moi je sais pas si vous voulez taper la voiture ou moi. Hein. Ça commence à bien me faire, c'est pas la première fois. Le présumé coupable de la dégradation du véhicule n'est pas là, mais sa femme, elle, n'est pas loin. J'ai vu la propriétaire de l'endroit où il y a le problème. Donc je vais la convoquer, je vais venir. Bonjour madame. Je me permets de venir vous voir parce que devant chez vous, comme on se connaît, ça fait plusieurs fois que j'interviens. Donc je vais vous demander de venir devant chez vous, on va régler le problème aussi d'une voiture qui est stationnée. Voilà. Donc on va régler le problème parce qu'il y en a un peu marre, ça fait X fois que j'interviens chez vous et on se connaît hein, parce que sinon je ne serais pas venu vous voir. Au moment où Fred ramène la propriétaire de la maison devant le véhicule rayé, son mari fait son entrée dans la rue au volant de sa voiture. Mais au lieu de se taire... Vous vous calmez là. Sa première réaction, lui, c'est de gueuler parce qu'il gueule. Voilà. Il gueule parce qu'il y a du monde et ça ne lui convient pas, il gueule. Donc déjà, moi, si on me gueule dessus, ben voilà. Un, vous baissez d'un ton et deux, vous mettez la ceinture et vous vous garez parce que vous verbalisez pour ça. Non monsieur, vous êtes verbalisé, vous conduisez très bien. Et vous me présenterez le papier du véhicule. On va régler le problème. On va partir à 90 € et 2 points. Respect de l'uniforme, respect de l'ordre. Je suis désolé, on va commencer par baisser d'un ton déjà. Et après on va régler le problème différemment. Je vais vous apprendre le code de la route moi. Vous me sortez le permis de conduire, carte grise, assurance. Moi je ne sais rien du tout. Pourquoi on me convoque? Il serait arrivé naturellement, je me gare, oui monsieur, oui, quel est le problème? Ah ben non, j'ai pas dégradé le véhicule. Bon, mais très bien, écoutez, on va régler ça à la brigade. Mais là, c'est pas le cas. Là, il veut nous tenir tête. Et ça, avec Fred, ce n'est pas une bonne idée. Monsieur, vous prenez, je vous ai vu conduire, il y a des témoins, je vous ai vu conduire sans ceinture, déjà c'est le problème. Deuxièmement, vous allez m'expliquer les règles du véhicule. Vous me présentez papier du véhicule, on va régler d'abord le problème de la ceinture. Je veux papier du véhicule. Papier du véhicule. Eh bien, vous allez... Là, je fais rien du tout. Vous me présentez le permis de conduire. Oh, vous calmez maintenant. Vous me sortez le permis de conduire. J'ai l'impression que... je sais pas, moi, j'ai pas marqué gendarmerie sur ma poitrine. Il y a rien marqué du tout. Il me voit pas, quoi. Il pense que je suis son voisin, mais non, je suis pas son voisin, moi. La situation est ubuesque. L'homme ferait mieux de se taire, mais il continue d'hurler, quitte à attirer l'attention de Fred sur son haleine un peu chargée. Deuxième chose, on souffle, alcotest. Vous soufflez, s'il vous plaît. On y va. Allez-y. Très bien, stop, c'est bon. Positif. Allez, tu m'appelles le Canet, on va régler le problème, on part à Canet. En plus, conduite. Bon, vous calmez. Allez hop, ceinture, conduite, il n'y a pas de souci, on va régler le problème. Et en plus, vous conduisez à état d'ébriété, donc ça sera réglé. Il est allé trop loin, il a dépassé les bornes, ben tant pis, il assume ses responsabilités. Quelques minutes plus tard, le fourgon envoyé par la brigade fait son apparition. L'homme a perdu de sa superbe.
il s'effondre en larmes. Il s'effondre en larmes parce qu'il sait qu'il est pris, que ça va lui coûter cher parce qu'une alcoolémie c'est un retrait de permis. Et voilà. Donc il sait qu'il risque lourd, quoi. Mais c'est trop tard. Bon, Georges, tu le prends s'il te plaît? Tu mets pas les menottes là? Monsieur, faut pas le menottes, montez dans le véhicule. Allez, dépêchez-vous. S'il vous plaît, vous asseyez au fond. Direction Canet, les tilos. Qui s'est soufflé, on te souffle. Merci. Allez, go. Et ça, c'est illégal. C'est tout. Voilà, je vous remercie. Vous le gardez. Si je vous laisse les vis. Ah bah oui. Le deuxième kilomètre pratiqué à la brigade sur ce monsieur très vindicatif se révélera lui aussi positif. 0,49. Ça veut dire quoi ça? 1 gramme dans le sang. Pendant son audition, l'homme continuera à nier être l'auteur des dégradations sur le véhicule de sa voisine. C'est le parquet qui devra trancher entre les témoignages. Votre adresse, c'est combien? En revanche, son permis lui a été retiré et il a écopé d'une amende. Fred est resté sur sa ligne de conduite, ne jamais céder face à ceux qui ne respectent pas son uniforme. Allez, c'est bon. Lorsqu'on est adulte et responsable. Donc on assume, on connaît la loi, mais les 3/4 des gens discutent, mais pour tout, pour n'importe quelle intervention. C'est jamais leur faute, c'est toujours la faute des autres. Et ça je supporte pas, quoi. Moi ça je supporte pas. Sous le soleil de Canet, une nouvelle journée commence. Mais ce matin à la brigade, l'ambiance est un peu particulière. Les gendarmes se transforment en agents d'entretien. Cellules, toilettes, tout doit être briqué. C'est le casernement. C'est une tradition chez nous. Dans l'armée, c'est bien connu, quoi. Dans une brigade, c'est assez particulier puisqu'on a besoin des véhicules en permanence. On trouve toujours des créneaux la plupart du temps. Bon, pour nous, c'est le lundi parce que le début de la semaine, après avoir fait le week-end et tout ça, donc on s'occupe de tous les véhicules. Puis à la brigade, l'activité reprend son cours normal. Donc je t'avais sur... Ah, c'est vous. Donc il s'est jeté sur vous, il vous a arraché. Oui. Parce que c'était une chaîne. Une chaîne avec un médaillon. Oui, un cœur. D'accord. Elle n'a pas eu le temps de... Ça, on voulait doucement, on n'a pas eu le temps de... Enfin, elle a freiné, je sais plus. Expliquez-moi. Vous venez, vous me posez une carte grise. Pendant ce temps-là, à quelques kilomètres, André, dit Dédé, profite de sa matinée pour faire son jogging. 12 kilomètres à travers la campagne et le long des plages. Dédé, 42 ans, entame sa 8e année à Canet. Ancien rugbyman, haltérophile, Dédé est l'un des hommes forts de la brigade. La gendarmerie et l'armée, c'est une affaire de famille. Son père était militaire et avant lui son grand-père. Dédé ne s'est pas posé de questions, il a signé il y a 22 ans. Son credo, agir tôt, éduquer les jeunes, prévenir plutôt que punir. Appelez vos parents là, qui viennent avec un casque homologué à votre taille, qui vont récupérer le scooter, autrement c'est un timbre à vendre. On dit toujours répression, répression, mais il faut savoir que chez nous, le mot répression, c'est le dernier. C'est le dernier précepte général d'action de la gendarmerie. C'est quand on n'a vraiment plus le choix. Là, on réprime. L'éducation contre la répression, ce principe, le gendarme le met d'abord en application chez lui, bien sûr. Avec Andrea, 13 ans. Tu veux réveiller ta sœur? Parce qu'il est midi moins 20, si elle dort encore. Et sa sœur Caroline, 15 ans. Toujours au lit. Mais ça ne va pas durer. Ce jour-là, c'est Dédé qui s'occupe des enfants. Il faut, parce que j'ai mon épouse qui travaille la journée. Voilà, il faudra qu'elle passe un coup d'aspirateur. Et avec Dédé le matin, c'est revue de détail. Là, c'est bon. Là, à l'air. Ta soeur, elle a pas aéré sa chambre. Dédé est un papa à la fois protecteur et strict.
La discipline, c'est la règle dans la maison. Je leur demande toujours de faire leur chambre, de passer un coup d'aspirateur dans leur chambre parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs par terre, de faire leur lit. Ouais, je suis un peu exigeant. Dur, je sais pas, faut demander à Mustinguette là. Enfin, il est pas sévère, mais enfin, il veut qu'on ait des bonnes notes, etc. C'est normal. Tu m'as donné ta feuille des livres? Non, elle est dans ma trousse. Parce qu'il y a ton dossier que je dois déposer pour ton inscription cet après-midi. Bref, Dédé n'est pas gendarme pour rien. Il faut dire que dans son métier, il croise de nombreux mineurs en détresse, souvent négligés par leurs parents. Alors forcément, ça l'a influencé. Parce qu'il voit des choses, alors du coup, bah, c'est normal qu'il s'inquiète plus et qu'il resserre un peu plus sur sa fille. Je trouve ça normal. Dès que ça dépasse la ligne, boum, hop, et on remet dans le chemin. 18h30, c'est à la maison maximum, même pendant les vacances. Parce qu'après, j'estime qu'elles n'ont rien à faire dehors, donc elles sont trucs. Hein. Donc c'est pour ça que je leur donne par contre tout. Hein. Les ordinateurs, elles ont tout, elles ont leur télé, elles ont tout en haut, elles font ce qu'elles veulent. Mais après, voilà, c'est donnant-donnant, c'est ce que je leur dis. Hein. Il est 13h30, la petite famille est enfin prête. C'est parti. Tout le monde part déjeuner au restaurant. Ainsi est Dédé, une sorte de papa poule strict mais généreux, aussi bien en famille que dans son métier. Quelques heures plus tard, Dédé attaque sa patrouille de nuit. Dans ce climat particulier où les tensions peuvent rapidement dégénérer, la plupart des jeunes qui croisent sa route lui donnent du fil à retordre. À la brigade, Dédé est connu pour ses sermons. À 22h ce soir-là, sa première intervention va lui donner l'occasion d'exercer ses talents. En cause, 2 enfants accusés d'un vol à l'arraché. À la brigade, Dédé est connu pour ses sermons. À 22h ce soir-là, sa première intervention va lui donner l'occasion d'exercer ses talents. En cause, 2 enfants accusés d'un vol à l'arraché. C'est des gamins, je crois que je les ai déjà vus, ils font des petites conneries. Ah, c'était des ballons, maintenant c'est des téléphones portables. Et ils ont piqué dans le gymnase, non? Avec David. Ça va? Bon. Tu le connais? Toi, je te connais, toi. C'est pas la première fois déjà. Non, mais moi On parlera après. T'as de la chance que je suis pas tombé là, tu trouves une fessée là. Avant de poursuivre, Dédé veut savoir si le jeune garçon qu'il connaît, ici à droite, est impliqué dans le vol. Apparemment, c'est lui qui aurait tout fait. Il est passé, il a arraché des mains et il s'est barré en vélo. Donc je l'ai poursuivi. Sauf que je cours pas assez vite. Et donc après on a récupéré le téléphone qui était caché par un autre groupe de jeunes plus âgés qui soi-disant lui auraient demandé de voler un téléphone. Ouais. Écoute, on va voir ça, ouais. On va voir ça déjà avec le gamin, là, on va pas... Qu'est-ce que t'as pris, là? Mais moi, c'est parce que je voulais pas me faire taper. Ils nous ont dit, si tu fais pas ça, on te tape, on te laisse sur le mur. C'est qui les grands? C'est clairement. Oui. T'es sûr que c'est ça? Ouais. Lorsque j'auditionne des fois des gamins, ouais, je vois des fois, je vois des fois mes enfants. Faut que je te mette une fessée ou quoi? Est-ce que tu veux que je te mette une fessée, là? On va dans mon camion, je te baisse la culotte, je te refous une fessée. Tu veux? C'est comme un gamin quand il fait une bêtise à la maison, hein. J'essaie de trouver des mots qui sont à sa portée. Voilà, ce que tu as fait là, c'est pas bien. On essaye d'être pédagogue. Et qu'est-ce que tu fais dehors à ce temps-là? On revenait de manger. Mais... Les parents nous ont dit, vous allez manger, après vous revenez. Vous allez manger, comment ça vous allez manger? Tu manges pas là chez toi? C'est la vérité. On voulait manger dehors. Je veux savoir un truc dans le parce que là c'est comment tirer. On revenait de manger. De toute évidence, la version du principal suspect pose un problème à son compagnon. Il mange, mais je le dirai après. Laisse-le dire des conneries, et peut-être tu diras les... C'est bien que mes parents m'ont dit, tu veux sortir, ça c'était, il faisait chaud il y a longtemps. Mais non, t'as volé le téléphone de la dame. Tous les témoignages concordent, le deuxième garçon n'a rien fait. Il venait simplement passer la nuit chez son copain, qui l'aurait entraîné dans cette mésaventure. Ouais, viens avec moi. Ouais, viens avec moi. Il était affolé, il était peuré. En plus, il faisait quoi? Il faisait 1m10 à tout casser. Donc ses pleurs traduisaient aussi une détresse, mais une détresse extrême. Donc c'est vrai ça fait un peu mal quand on voit un petit gamin, un petit bout de chou comme ça.
c'est pas de ta faute. Parce que c'est la première fois. Face aux pleurs de l'enfant, Dédé le gendarme laisse la place à Dédé le papa poule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il est parti manger au McDo. Ouais. Le papa, il a dit oui. Alors après, on est revenu à la maison. Il a dit, vous devez rester à la maison. Il a dit, non, 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 moi je vais voir mes copains. J'ai fait, c'est qui? Il fait, bah, c'est des grands. Je fais, moi, j'ai pas le droit de traîner avec des grands. Parce que maman, elle a dit que c'est pas bien, parce qu'ils font du shit et tout. Alors maman m'a dit non. J'ai dit, d'accord, j'y vais pas. Et alors lui, il est parti faire n'importe quoi. Calme-toi en même temps, calme-toi, je sais pas un truc. Et ce petit-là qui était victime de son copain, on le sentait, il était effrayé, c'est comme s'il était en train de... Il y avait des loups qui lui couraient après, quoi. On le voyait, il était vraiment... Ben voilà. C'est pour ça, moi je veux on le papa, sait. il vient me chercher, mais il va me taper. Mais non, si t'as rien fait, il va pas te taper, on lui dira, Il on lui va dira. dire pourquoi t'es parti à la police. Ben, c'est pas de ta faute. Parce que c'est la première fois. Et ben c'est la première fois, mais tu diras, c'est pas de ta faute. Et moi je lui dirai. Et moi je lui dirai. Hein? Moi je lui dirai que c'est pas de ta faute. Hein? Oh. Hein? Donc on a envie de le prendre comme je prendrais ma fille qui, en leur disant, ça sert à rien, t'inquiète pas, pour le rassurer, pour lui faire comprendre que voilà, il risque rien, que ça va pas. Mais bon, malheureusement non. Bon, je peux pas m'amuser à le prendre dans les bras, lui faire des gros bisous, non, ça se fait pas. Allez, viens avec moi. On va te ramener, ça va bien se passer. Allez, viens. Vous allez dire, ah bah moi j'ai rien fait, moi à la maison. Oui, non mais je vais lui dire, t'inquiète pas. Tu sais, hein, je suis gendarme, je vais lui dire la vérité. Attends, je vais lui dire, il n'y est pour rien, c'est tout, c'est son copain qui a tout fait. Et lui, le pauvre, il a rien pu faire. Parce qu'il y avait des grands à côté. Impressionné, le garçon qui devait dormir chez son copain veut absolument rentrer chez lui. Je dors pas chez toi, fini. Fini. Bah, on va pas le forcer, hein. Donc on va le ramener. Voilà. Dédé ramène donc les enfants chez leurs parents, en commençant par la mère du jeune suspect, prévenue par téléphone. Doucement, doucement, moi je suis vieux, tu sais. Je cours pas vite, moi. Bonjour madame, bonjour maman. Voilà ce qui m'amène. Il a volé un téléphone à l'arraché. D'accord? Il est où son copain que j'ai la garde? Il veut plus venir, on le ramène à sa mère. Non mais là il devait dormir là. Je sais, il nous l'a dit, mais il veut plus. Je peux aller lui voir s'il vous plaît. Oui, oui, ça oui, aucun problème. Tiens, c'est le moment de... N'aie pas peur, viens. Viens, allez, calme-toi. N'aie pas peur. Allez. Tu restes avec nous à la maison ce soir, tu vas te calmer? Si tu veux, hein. Si tu me dis que tu veux, moi je te laisse. Tu vas rester comme c'est prévu, et puis demain tu ramèneras ta maman. D'accord. Tu préfères rester avec cette dame alors? Bon, bah je te laisse avec la dame alors. Il a confiance en moi, vous inquiétez pas. Non, non, mais je m'inquiète pas s'il le dit comme il était censé être chez vous. Et puis je te dis, t'en fais pas. Regarde, c'est moi qui te le dis, c'est la gendarmerie qui te dit, t'as rien à craindre, t'inquiète pas. Il a confiance en moi, Hein? vous inquiétez pas. Non, mais s'il a peur aussi de quelque chose à la gendarmerie. Voilà. Et puis il a peur du gendarme aussi. Voilà, nous on est plus venus ici pour t'aider, d'accord? Vous inquiétez pas. Voilà. Vous inquiétez pas. Donc je vous dis à demain. D'accord. Voilà. Bon soir, monsieur. Bonsoir. De rien. L'audition des deux enfants et de cette maman est donc prévue pour le lendemain. Et là, Dédé compte bien remettre fermement son jeune suspect sur le droit chemin. « 9h30, le lendemain. Dédé n'a pas beaucoup dormi, mais il est déjà de retour à la brigade. Il tient par-dessus tout à auditionner lui-même l'apprenti délinquant. Sa mère l'accompagne, tout comme son copain, en débardeur, entendu comme témoin. C'est quand même bizarre, vous n'avez pas du tout les mêmes versions. C'est quand même bizarre. Il y en a un des deux, autrement qu'il y a un grain à la tête. C'est toi qui as le grain à la tête? Non. Dédé a été relativement gentil la veille, mais là il va durcir le ton. Il ne croit pas que le jeune garçon a agi comme il l'affirme, sous la contrainte d'une bande de grands. Pourquoi voler le téléphone? Parce qu'ils te suivent, parce qu'ils veulent te taper. Tu l'as dit plusieurs fois. C'est eux qui t'ont dit d'aller voler le téléphone à cette fille? Oui. Ah bon? Ils n'ont pas dû beaucoup te forcer pour aller voler, hein? Parce que je sais pas, moi, si on me dit que j'ai pas envie d'aller voler quelque chose, j'y vais pas. Hein. J'y vais pas. Mon rôle, c'est de lui faire peur un peu, mais surtout de lui apprendre la différence entre le bien et le mal. Lui expliquer son acte par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à la société. Voilà, dans la société, quand tu fais ça, voilà ce que tu peux avoir. Plus tard, à mon avis, je risque de t'avoir ici en garde à vue pour les vols. Mais il a pas intérêt. Hein. Je sens que tu vas être mon futur client. Qu'on va se voir jusqu'à tes 18 ans. Peut-être qu'un jour, c'est peut-être moi qui t'amène en prison, tiens. Je sais pas pourquoi, je le sens. Hein? Ça c'est bien beau de raconter des bêtises, mais à la fin, on commence à en avoir marre.
Parce que là, c'est pas un jeu. D'accord? Pour moi, dans mon esprit, dans ma tête, c'est voilà, je suis là pour veiller à ce que la société aille bien, parce que ces jeunes-là, ça va être la société de demain. Donc justement, je suis là pour les protéger, pour éventuellement les aiguiller, leur dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, et voilà, c'est tout. Pourquoi t'es allé voler le téléphone? Parce qu'ils nous suivaient, ils voulaient nous taper. Et moi il m'a dit... Parce qu'ils nous ont dit, si tu fais ça, on te donne des sous, et si tu fais pas, on te tape. Donc du coup, on n'avait pas le choix. Et qui c'est alors qui a dit ça? Qui a dit ouais, allez voler un truc? Mais je les connais pas. Et qu'est-ce qui est marqué sur mon front? Moi j'ai la version. Qu'est-ce que tu vas marquer là? Eh, tu vas marquer quoi là? Gros jambon? Tu me le dis si tu me prends pour un clown. Alors t'as intérêt à retrouver vite fait la mémoire? Lui il a toujours eu la mémoire, lui il a toujours dit. Mais toi apparemment t'as un petit trou. Mais lui il arrête pas de mytho là. Non, il est pas mytho, lui non c'est pas un menteur. C'est pas pareil. Tu fais que mytho, t'es en train d'accuser. Eh, tu veux que je te calme? Mets-toi là, pourquoi tu t'appelles? Non mais allez, ça suffit, toi tu vas arrêter. T'as pas l'air du tout, mais vraiment, on tape son copain devant les gendarmes, ça va? Tu peux aussi me cracher à la figure? Tu crois quoi toi là? Reste à ta place. Tu crois que tu crains rien là? Non mais attends, Ouais, bien à mon avis, il faut l'empêcher de sortir le truc parce que je crois qu'autrement vous avez un futur délinquant en puissance là. Souvent, je suis en colère contre les parents. Surtout quand je vois des jeunes, comme là en l'occurrence ces deux jeunes hommes de 12 ans qu'on volait, à 22h10, qu'est-ce qu'ils foutent dehors à 22h10? Donc moi je suis désolé, moi en tant que parent responsable, moi c'est inconcevable, moi qui suis père en plus. Donc là je me fais un transfert là-dessus justement, quand je vois ça, c'est impensable pour moi. Laisser un gamin de 12 ans dehors à 22h10, non, c'est inconcevable. De toute façon, le soir, faut éviter. Hein. Le soir, passer 20h, il faut plus qu'il soit dehors. Oui, mais là, c'était excessif. Parce que là, je vais le dire, si je le vois passer 20h dehors, moi, je fais des rapports au juge. Hein, au juge des enfants. Parce qu'ils n'ont rien à foutre dehors passer 20h. Pas de souci. Ils ont que 12 ans. Ils étaient genre censés juste aller chercher leur sandwich et manger des rentrées et il s'est passé ça. Voilà. Bon, j'espère que tu as compris maintenant que ça fait des leçons. Je veux plus... C'est la première fois que je fais la dernière fois. Non mais... J'espère. La prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. J'espère pour toi. C'est la première et la dernière. Le petit suspect s'en sort bien, aucune plainte n'a été déposée contre lui. Dédé, de son côté, espère que l'audition aura mis un peu de plomb dans la tête du jeune garçon. La maman a promis aux gendarmes de veiller au grain désormais. Dédé, toujours optimiste, a envie d'y croire. Et pas de bêtises les jeunes. Allez, on y va les garçons. Mais non, c'est par là-bas. Mais non, c'est là-bas. À Canet, avec le soleil, les rues et la plage se remplissent progressivement. L'été approche, et avec lui, le rythme des interventions commence à s'accélérer. Bonjour. Pas de stup, rien? Il est venu, il a jeté le caillou sur la voiture. Comment tu l'écris? Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous êtes engueulé avec elle? Elle pète les plombs un peu ou quoi là? Mais en cette période d'avant-saison, l'essentiel des interventions complexes a lieu la nuit. Ce soir-là, c'est Thomas qui reprend la patrouille entre 23h et 3h du matin. 72. Thomas a 29 ans, il est gendarme depuis 7 ans. Canet est sa première affectation. Je sais pas pourquoi je suis devenu gendarme, mais peut-être ça, je supporte pas l'injustice. C'est un peu simpliste, mais la notion du gentil qui arrête les méchants, qui met les méchants en prison, ça m'a toujours attiré. Je me considère comme assez pointilleux, assez perfectionniste aussi, j'aime bien aller au bout des choses. J'essaie d'être le meilleur gendarme possible, c'est ma contribution à la justice. Le physique de Thomas, ses aptitudes au sport de combat, auraient pu lui permettre de postuler pour les corps d'élite de la gendarmerie. Reculez, monsieur! Mais parce qu'il veut être au service de la population, proche d'elle, il a choisi la vie de brigade. Thomas, le perfectionniste, ne compte jamais ses heures. Oui, allô? Tu rentres à quelle heure? Ouais, j'arrive là. J'arrive, je suis désolé, j'arrive. À de suite, bisous. Sa femme Aurore et ses 2 enfants le pardonnent volontiers. Ils le connaissent et savent qu'il ne peut pas être autrement. Il aime trop son métier et le fait donc forcément à fond. Mais pour moi, il n'y a pas de petite affaire, en fait, que ce soit un petit délit, un gros délit, un crime ou quoi que ce soit. Je fais mon enquête au maximum. Je ne conçois pas, en fait, de bâcler les choses.
Thomas va donc toujours au bout de ce qu'il entreprend. Une affaire incongrue ce soir-là va en faire la démonstration. Alors que Thomas et son collègue Melvin sont en patrouille de nuit, un appel radio les lance sur un vol de gasoil. Oui, pas me canner. D'accord, c'est en cours là? Ok, on va y aller, ça marche. On va faire un flag, les gars. Ouais, les gars, c'est Thomas là. On a des mecs qui sont en train de siphonner du gasoil, tu sais, sur les engins de tractopelle et tout ça là. C'est en cours. Faites gaffe si jamais ils sont armés, les gars, ou quoi, parce qu'on sait pas ce qu'ils vont faire. Ça reste assez rare de faire un flag, on en fait mais c'est quand même rare. Donc quand on a l'occasion de faire un flag, moi je fonce dessus, je suis content. Les voleurs de gasoil sont plusieurs d'après l'appel radio. Un badaud les a surpris sur un chantier près des étangs qui entourent Canet. En arrivant, Thomas s'attend à trouver des guetteurs. Il ne se trompe pas, mais il va quand même être surpris. Attention, est-ce qu'il y a des mecs? Descendez, gendarmerie, descendez de la voiture! Descendez! Fais gaffe, Melvin, ne me prenne pas un mec qui arrive derrière. Descendez du véhicule! Venez, descendez du véhicule! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Les guetteurs sont des guetteuses qui, bien évidemment, n'ont rien vu. Ils sont où les messieurs qui sont avec vous? On n'a pas de type. Si, il y a des types avec vous, dépêchez-vous de nous le dire. Non, on n'a pas de... Les gars, vous êtes combien? 2? Ah putain. Tu restes au... Ouais, au pire, ouais, parce que là, s'il y a des mecs, il doit y avoir des mecs en contrebas. Non, on n'est pas venu avec des mecs. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. On savait très bien qu'elle restait là pour guetter, quoi, éventuellement notre arrivée. Le temps qu'elle gagne à discuter avec nous, je pense que les autres ont entendu et ça leur a permis de prendre la fuite et de se cacher. La police municipale arrivée en renfort prend en charge les deux femmes. Thomas se lance à la poursuite du reste de la bande avec Melvin. Les conditions de la progression sont très difficiles. Il y a plein d'obstacles partout, c'est sur un chantier, il y a de la végétation, il y a tous les objets, les bennes, les buses, etc. Donc oui, c'est assez dangereux. Il y a quelqu'un ou pas? Ça pue l'essence. Mais oui. Il y a quelqu'un? Sortez! C'est la gendarmerie là. Souvent c'est des gens qui ont un passif, donc judiciaire. Donc ils se disent, même pour un vol, je vais aller en prison. Donc pour éviter d'aller en prison ou de se faire arrêter, ils sont prêts à tout. Ah putain, il y a tous les tubes. Attends, on va attendre, sinon on va y aller à plusieurs. Les engins sont là-bas. Et ouais, il y a les bidons là. Mais oui, mais c'est sûr qu'il y a du monde. T'as pas vu le véhicule là, il est ouvert là, il y a plein de bidons d'essence qui ont commencé à être remplis. À mon avis, ils se sont foutus dans les fourrés s'il y a les bidons là. C'est quoi qu'il y a dans l'eau là? Où ça? Oh, viens ici toi! Sors du trou là! Oh! Tu veux m'aider là? Viens ici! Viens là, dépêche-toi! Oh, dépêche-toi! Je viens te chercher! Oh! Dépêche-toi, on vient te chercher! Oh! Sors de l'eau, je viens te chercher là! Ouais, on en a un là, il s'est caché dans l'eau. Sors de l'eau, dépêche-toi! Viens là! Sors de l'eau! Fais gaffe autour. Sors de là, bouge-toi, viens ici! Viens ici! Viens là, dépêche-toi! Dépêche-toi! Viens ici! Sors de l'eau! Dépêche-toi, fais gaffe. Sors de l'eau, retour. Sors de l'eau! Au sol, dépêche-toi! Au sol! Au sol, dépêche-toi! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis espagnol, gars. Au sol, bouge pas! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis espagnol. Qu'est-ce que tu fais là? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. ¿Nada? No. Pero, ¿ya? No estás haciendo nada, yo te lo La gasolina, ¿no? Yo vine de vacancias solo. C'est ça. ¿Y las mujeres? ¿Qué están haciendo aquí? Son mujeres. Ouais. Porque estaba cagando. Le DSI, vous êtes dehors ou pas? Ouais, je surveille les arrières parce que c'est sûr qu'il n'est pas tout seul, donc il y en a un qui nous arrive par derrière. Je savais qu'il y en avait un qui était caché autour, ça c'était sûr. On était au moins peut-être à, je sais pas moi, 150 mètres des véhicules. Melvin était en train d'accompagner l'individu, donc moi je préférais sécuriser l'environnement pour pas qu'il y en ait un qui nous tombe dessus. Ouais, c'est moi, c'est bon, on en a eu un, c'est bon, on revient avec lui. Les autres, on n'arrivera pas à les avoir, je sais pas où ils sont partis. Emmène-le au bidon pour lui faire voir. Tiens, ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je lui fais voir les bidons, hein, et voilà, il commence déjà à dire qu'il n'est pas au courant. Ouais. Envoie, attends. Attends, lui, on va le ramener. Ouais, il faut qu'on prenne. Et les bidons, on va revenir les chercher. On va revenir les chercher. Ouais, c'est pas la peine de chialer.
Ouais, ouais, allez, 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 dans le fourgon. Dans le fourgon, garde à vue. Allez, hop. Attends, je vais mettre mon... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et là, ça va commencer le gros cinéma. L'individu qui pleure, enfin bon, alors qu'on voit que c'est un beau bébé, assez gaillard, et on apprendra après qu'il a quand même fait pas mal d'années de prison auparavant. Donc voilà, tout un cinéma à pleurer, j'ai rien fait, les femmes, c'est pas un voleur, etc., etc. Il a peur parce que c'est pas un voleur, lui. Ah, c'est pas un voleur, Ta bouche! Et côté folklore, ça ne s'arrête pas là. Car les deux femmes expliquent très vite aux enquêteurs pourquoi elles sont en pleine campagne. Elles sont homosexuelles et elles se cachent ici pour avoir des rapports intimes. C'est incroyable de vous prendre la main dans le sac, mais c'est pas vous, quoi. Vous êtes des lesbiennes, bien entendu. Hein. C'est incroyable, hein, d'avoir ce toupet, quoi. Ça va, allez-y, fouiller. Ouvrez la voiture. Seulement voilà, Ah mince, il y a un bidon. Oh là là. Arrêtez de nous prendre pour des idiots maintenant. Ouais, ouais, vous allez voir, vous allez voir, madame, vous allez voir. Vous inquiétez pas, continuez à jouer avec nous, vous allez voir. C'est très bien qu'ils nous mentent. Il n'y a que sur site, il n'y a personne d'autre, il y a des bidons dans la voiture, des bidons pleins, il pue l'essence, il s'est caché. C'est tellement gros ce type d'excuses que ça nous fait rire. Mais ouais, non mais elles nous prennent vraiment pour des... C'est pas des voleurs, mais des bidons et tout le matos, quoi. L'autre il pue le gasoil à 100 mètres, mais c'est pas lui, c'est un truc de fou. Thomas est sûr de son fait, mais il a besoin de preuves et le bidon retrouvé dans la voiture des guetteuses est vide. Il n'y a donc pas de flagrant délit. Personne n'a été pris la main dans le sac. Thomas est frustré, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il compte maintenant sur les auditions pour confondre les suspects. Dis-lui que plus il ment et plus il va aller en prison. Il pue l'essence comme je sais pas quoi. Le premier se réfugie derrière l'Espagnol, ce qui complique la procédure. L'audition est donc traduite par un policier municipal. Alors sa version, il était en train de faire ses besoins dans la nature, et il a vu les lampes de gendarmerie et gyrophares, etc. Il a pris peur, il a couru, il est tombé sur un bidon d'essence, et c'est pour ça qu'il sent le gasoil. Quédate sentado. Oh non, c'est complètement faux. Ils se démontent pas, quoi. Ils se disent on va nier jusqu'au bout et on sait jamais. Ils ont été signalés par des gens, ils attendaient cachés. Donc voilà, mais bon, c'est leur façon de faire à chaque fois. Ils sont toujours partis faire caca comme ça, c'est leurs excuses. On a l'habitude. Une façon de faire que Thomas connaît par cœur. Sa stratégie, pointer les nombreuses incohérences des versions des suspects. Melvin va l'y aider en auditionnant de son côté les deux femmes qui affirment avoir été surprises dans leur vie très intime. Qu'est-ce que vous faisiez dans le champ? On était en train de se terrasser un peu. Votre ami, là, comment elle s'appelle? Ah, je sais pas comment elle s'appelle. Son prénom, c'est quoi? Je sais pas. Ça fait 4 ou 5 jours que je suis avec elle, donc je vais pas demander tout à elle. Version de l'amante numéro 1, un coup de foudre très récent. Seulement voilà, de l'autre côté... Ah non, on se connaît depuis longtemps, mais voilà, c'est tout. C'est bizarre, on me dit que ça fait que 4 jours. Qu'on fait des trucs, oui, voilà. C'est 4 jours ou un mois? Mais je vous dis, c'est la première fois qu'on... Ah d'accord. Je sais pas, moi, elle savait pas comment vous vous appeliez parce qu'elle vous connaît que depuis 3 jours. Tu sais comment je m'appelle? Non. C'est bizarre. Quand on met en parallèle comme ça 2 auditions comme ça différentes, voilà, c'est gros, on voit très bien qu'elle nous mente. Il y a une grosse différence entre votre version. Ouais. Ça, c'est Au pareil, fil des auditions, les versions varient, mais ne se recoupent jamais. Pourquoi vous ne croyez pas? Non. Moi, je vous dis la vérité. Attendez, au début, quand on est arrivé là-bas, vous saviez pas qui c'était le type dans la rivière? Vous vous souvenez de ça? Oui, parce que vous savez pas ce que vous faisiez là, et le type dans la rivière, vous savez pas qui c'était quand. Au final, c'est votre cousin. Oui. Donc bon, on a du mal à vous croire. Ah, mais je vous ai la vérité maintenant. Parce qu'à partir du moment où on me raconte des conneries une première fois, j'ai du mal à croire le reste derrière moi. Un point fait l'unanimité chez les suspects. Toute cette affaire est une erreur judiciaire. Version défendue avec un aplomb désarmant dans le bureau de Thomas, ce qui est en passe d'énerver sérieusement le gendarme. Il a pas volé d'essence? Il n'a pas volé de l'essence? Et non, pourquoi vous dites qu'il a volé d'essence? D'accord, il n'a pas volé de l'essence alors. Mais c'est pour ça qu'il est en garde à vue, en tout cas on lui a dit tout à l'heure. D'accord. Au bout d'un moment, je dis stop, faut arrêter maintenant, on va pas y passer la nuit. Il faut dire les choses comme elles le sont et arrêter de donner des versions fantaisistes.
Par contre, il va pas falloir me prendre pour un idiot, d'accord? Alors soit il dit la vérité et demain midi peut-être qu'il sera ressorti, ou soit il dit pas la vérité et il va finir à Mayol, à la maison d'arrêt, à la prison, d'accord? Donc il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, d'accord? Vous étiez en voiture, vous étiez en train d'attendre, vous êtes complice aussi madame, d'accord? Parce que vous faites le guet, vous avez un bidon qui est dans la voiture, d'accord? Le bidon, les bidons, et on en retrouve les mêmes bidons à côté qui sont déjà presque remplis d'essence. Il y a une personne du pont qui l'a vu en train de voler, enfin qui les a vus parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, d'accord? C'est pour ça qu'on est venu, on n'est pas venu là par hasard madame, d'accord? On est venu là parce qu'il y avait des gens qui étaient... D'accord? Oui, oui, c'était vous madame, oui, c'est vous. C'est une 407, c'est ça? Oui, mais une 407, je pense que c'est vous, non? D'accord? Donc, alors, c'est pas grave, plus il va nier les faits, plus il va rester là longtemps, vous pouvez lui dire ça. Et plus il a des chances d'aller en prison. Malgré plusieurs heures d'audition, l'homme n'avouera jamais sa tentative de vol. Il est placé en garde à vue toute la nuit. Là, on téléphone au procureur. Après, on vous prendra quand on aura des nouvelles. Les cons. Le lendemain, le présumé voleur de gasoil ressortira libre de garde à vue. Son cas est sur le bureau du procureur de la République de Perpignan. Compte tenu de ses antécédents judiciaires, s'il est reconnu coupable, il risque la prison. Pour Thomas, la messe est dite. J'ai fait le maximum. Ils nous ont donné peut-être, je sais pas moi, 3 ou 4 versions différentes, donc à partir de ce moment-là, on sait très bien qu'ils mentent. Je suis allé faire caca, je suis tombé sur un bidon, etc. Moi, j'imagine ce monsieur au tribunal devant un magistrat à la lecture de son audition, enfin voilà, c'est complètement aberrant, quoi. C'est donc très tranquille et sûr de lui que Thomas rejoint sa maison au petit matin pour un repos bien mérité, mais de courte durée. Car le soir même à la brigade, il organise l'opération barbecue. À la brigade de Canet, en effet, les gendarmes ne travaillent pas seulement ensemble. La plupart entretiennent des liens d'amitié également. Et il n'est pas rare qu'ils se retrouvent tous autour d'un bon repas. Au fourneau ce soir-là, Thomas et Nicolas. Mais ce soir, on organise un petit tournoi de pétanque à la brigade. Et puis, on se fait un petit barbecue pendant le petit tournoi. Et puis, ça permet de faire une petite soirée décompression entre nous. Et ça permet à nos femmes aussi à nos femmes et nos familles d'être ensemble. Donc, c'est sympa. On finit chez vous en after après, mon capitaine? Hein? Petit after, c'est bon. Préparer la terrasse, la piscine. Des instants d'autant plus précieux que la saison approche et avec l'arrivée massive des touristes, les barbecues risquent d'être nettement moins nombreux. Chacun ramène sa viande, ses gâteaux apéro, son dessert, ses boissons. À la et puis bonne comme ça, franquette. voilà. Un 8 points. Heureusement qu'il y a des moments comme ça. Sinon, une brigade comme Canet, si on n'avait pas des moments comme ça, on serait tous chez les fous. J'arrive à doser maintenant. Donc il faut qu'on décompresse à un moment donné. Nico, elles sont où tes boules? Jusqu'à 8 points, ouais. tout. Ah ouais. Eh, vous étonnez pas si elle simule un malaise, hein. Il faut qu'on gagne. On regarde à vue. Même si l'heure est à la détente, forcément, le travail refait toujours un peu surface. Déjà, il a pris 3 gardes à vue entre sorties, la semaine dernière. Il fait 3 femmes, 3 gardes à vue. T'imagines? On fait des soirées, on parle boulot au début et après les femmes s'énervent, alors du coup on change de conversation. On change de femme. Voilà. Voilà. Non, ça nous arrive souvent, c'est normal, le boulot ça fait partie de notre vie. On vit dans notre boulot entre guillemets, donc voilà, elles sont habituées. Habituées, c'est vrai, même si cette proximité entre travail et domicile, mesdames les femmes de gendarmes ont mis un peu de temps à s'y faire. On avait peur au début, oui, hein. Ouais. On avait peur d'être les uns sur les autres parce que bon,
Voilà, c'est une petite maison certes, mais bon voilà, on est quand même tous confinés dans un petit endroit quoi, donc on avait un petit peu peur et puis pas du tout en fait, on se croise, vraiment on se croise. Quand on se retrouve, c'est pour que du bon, quoi. On a plein de choses à se raconter. C'est vrai qu'on s'entend bien quand même. Les petits moments comme ça, se retrouver, c'est convivial et puis c'est vrai qu'on forme une grande famille au final. Et le chef de cette grande famille, c'est le capitaine, toujours au milieu de ses troupes. D'avoir une équipe soudée qui s'entend bien, donc qu'on soit au boulot ou à l'extérieur, tout le monde s'entend bien, donc c'est fabuleux. C'est celle-là qu'il a? Non, c'est parti différent qu'à la pétanque. Oh, Non, pareil. Ah putain. Oh là là. On a perdu. Ces moments de paix et cet esprit si particulier qui souffle sur la brigade, c'est ce qui permet aux gendarmes de faire face aux coups durs, au climat très pesant des interventions, trop souvent marqué par l'agressivité. Car derrière le soleil de Canet, le métier des gendarmes met souvent les nerfs à rude épreuve. Pierre est l'un de ceux qui supportent le moins la violence à laquelle il est confronté. Ces dernières semaines ont été particulièrement pénibles pour lui. On se pète à ta tête, je te pète les bouches. On va au garde à vue si tu veux maintenant. Si vous me laissez placer deux mots, je peux vous expliquer comment ça va se passer. Les lunettes en plastique, elles t'as l'air con. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est pas grave. Ça fait du bien de s'évader de la gendarmerie. Je m'éloigne de Canet, je pars dans les terres, on va respirer le bon air, la tranquillité, le calme. Il faut quitter ce milieu, milieu où on vit et on travaille. Donc il faut que je parte. Là, je suis bien là. On surplombe la vallée, on surplombe la plaine. Et là, c'est reposant, quoi. Et c'est beau, en plus. C'est magnifique. Ouais, voilà. Ça permet d'évacuer pas mal de choses et j'aime bien, vraiment j'aime bien. Je parle beaucoup du stress parce que c'est vrai qu'on vit des périodes stressantes. Et actuellement, le stress, ouais, il faut l'évacuer. Pierre le gendarme est-il à bout? C'est la question qu'il se pose lui-même. Ce qui est certain, c'est qu'il se sent de plus en plus fragile. Aujourd'hui, ce qui est difficile dans le métier de gendarme, c'est cette violence qui a atteint vraiment des niveaux très très élevés chez les gens et l'irrespect. On se fout de tout. On est prêt à aller loin pour des broutilles. Voilà. Et c'est ce qui me fait le plus de mal. Voilà. Moi, je suis quand même à bout de souffle. Je fais un maximum d'efforts, mais je suis à bout de souffle. En parlant à cœur ouvert ce jour-là de sa lassitude, des difficultés qu'il rencontre, Pierre ne s'imagine pas pour autant qu'il a peut-être atteint les limites de ce qu'il peut supporter. C'est une affaire apparemment banale qui va le révéler. Tout commence par un appel à la brigade. Gendarmerie de Canet, bonjour. Une altercation aurait lieu sur un parking entre un huissier de justice et la femme chez qui il est venu opérer une saisie. La propriétaire du domicile refuserait de laisser rentrer l'huissier. C'est Pierre qui va se charger de l'affaire. Gendarmerie de Canet, bonjour. Une altercation aurait lieu sur un parking entre un huissier de justice et la femme chez qui il est venu opérer une saisie. La propriétaire du domicile refuserait de laisser rentrer l'huissier. C'est Pierre qui va se charger de l'affaire. Il se rend sur place avec Laurent. Mais à peine arrivé, tout bascule.
on arrive, et, mais alors là, en une fraction de seconde, cette dame dit à mon collègue, oh là, je me sens pas bien. Elle se retient à mon collègue la retient et l'accompagne en tombant au sol en fait. De suite, hein. Je veux dire, ça a été mais une fraction de seconde, je lui dis passe-moi le téléphone, j'appelle les pompiers, il y a quelque chose qui ne va pas. La dame, au moment où les pompiers arrivent, voilà, elle fait un arrêt cardiaque. La dame en question est diabétique. Son malaise cardiaque est très inquiétant. Pendant que les pompiers s'affairent, Pierre informe le capitaine de la situation. Je pense que la dame s'est emportée et de par son problème de santé, ça a fait rien pour arranger quoi. Là, ça a l'air d'être sérieux. Bon, les pompiers sont arrivés très vite, mais son état de santé fera que ça va aggraver les choses, je pense. Ça va aller, monsieur? Hein? Un fils en détresse, une dame dans un état critique. Cette situation fait remonter un souvenir très douloureux pour Pierre. Elle a fait rejaillir en moi le décès de mon père, qui était intervenu quelques mois auparavant. Et là, j'avais affaire à une dame et un fils qui était pris de panique. Et je me voyais, moi, voir mon père sur son lit d'hôpital, peu de temps avant, qui allait partir, quoi. Mais Pierre n'a pas le temps de se laisser submerger par ses émotions, car il doit gérer un groupe de jeunes curieux qui s'approchent de l'ambulance. Allez, vous rentrez chez vous, s'il vous plaît, là. Allez, merci. Vous rentrez chez vous, s'il vous plaît? Non, mais vous pouvez rester, mais vous restez pas devant. C'est tout ce que je vous demande. D'accord? C'est pas un spectacle réjouissant. Faut le comprendre aussi. D'accord? Même si ça vous fait pas plaisir, c'est pareil. Même si ça vous fait pas plaisir, les gars. Ce jour-là, en fait, j'accumulais depuis plusieurs mois un stress par rapport aux interventions violentes. Stress et une lassitude, en fait. C'est-à-dire, j'en ai marre, quoi, de ces interventions, encore des altercations. Mais bon, ça ressemblait pas à quelque chose d'assez violent à la base. Et c'est pourtant ce Pierre à bout de souffle qui va devoir gérer une intervention de plus en plus difficile. J'ai dit, non mais vous restez devant l'entrée, ça me pose aucun souci. Mais c'est pas un spectacle. La tension est désormais perceptible dans le quartier. Pendant ce temps-là, les secouristes se battent toujours pour sauver la personne désormais inconsciente. C'est pas encourageant du tout. Pour une histoire tout à fait banale. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir fait vite. Hein. Les pompiers étaient très réactifs. Nous, on pouvait pas faire plus. Mais c'est terrible. C'est terrible. Une saisie d'huissier qui vire au drame. Pierre fait de son mieux pour gérer cette intervention si particulière. Mais la tension monte d'un cran. Sous le coup de la colère et de la détresse, les proches de la femme inconsciente tiennent des propos menaçants. C'est l'huissier de justice et son adjoint qui sont visés par ces propos. Pierre sent que la situation pourrait déraper. Il demande donc à l'huissier, réfugié dans une voiture, de quitter les lieux au plus vite. Allez à la brigade. Dégage, la putain de démon, Un petit attroupement se crée, les esprits s'échauffent. Une nouvelle fois, Pierre va devoir faire parler ses talents de négociateur. Vous énervez pas, les gars. On n'est pas là pour venir vous emmerder, j'espère que vous l'avez compris. On est venu là quand même pour autre chose. Je suis là pour la dame. Je suis là pour sa famille. Je suis là pour mon collègue. Je suis là pour ce qui... C'est mon intervention. Et il m'arrive ce troupeau, là, d'australopithèques, là. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Qu'est-ce qu'ils viennent polluer, là? On n'est pas venu pour vous faire chier, putain. Nous, ça nous arrange pas d'être là, hein. On préférerait être ailleurs, hein. Surtout dans des cas différents. Les jeunes finissent par comprendre et acceptent de s'éloigner. L'ambulance, elle, n'a toujours pas bougé. Elle devait partir pour l'hôpital.
Mais malheureusement, il est trop tard. La victime du malaise n'a pas survécu. La nouvelle est aussitôt annoncée à ses proches. C'est une intervention qui vraiment m'a énormément marqué. Je suis persuadé qu'on l'a très bien fait. Mais on se pose quand même toujours des questions. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire? Moi, la question me hante. Et si j'avais été plus près? Je sais pas. Et si? Si la cause accidentelle du décès ne fait apparemment pas de doute, une information judiciaire est tout de même ouverte. C'est la procédure. Il y avait le chic à Julien qui a pris une audition normalement pour voir avec lui. Malgré l'émotion, à la brigade, les auditions de l'huissier de justice et des témoins ont déjà commencé. Donc là, bon, elle tire les cheveux, tout ça. Elle la bouscule contre le mur. La dame s'est approchée. Lui, alors, il a dit non, vous, laissez là. Tous les gendarmes présents sont mobilisés. La chronologie de cette fin d'après-midi est reconstituée minute par minute. Oui, d'accord. Au terme des auditions, l'enquête conclura à la mort accidentelle. Mais cette affaire qui a tourné au drame a particulièrement ébranlé Pierre. Le lendemain, le capitaine revient sur les faits lors du débrief du matin, notamment pour marquer son soutien à Pierre et à Laurent, au cœur de cette tragédie du quotidien. On a quand même quelqu'un qui nous décède dans les bras. Donc c'est pas évident à gérer. On n'est pas des surhommes, on est des gens comme les autres. Et ben ça travaille un petit peu, on est confronté à un tas de choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on en parle entre nous et que s'il y a quoi que ce soit, même aujourd'hui, parce qu'en fait il y a le contre-coup, et si bien aussi pour Pierre. Pierre, même s'il est vide... Pierre, stressé, les nerfs à vif, préfère quitter la pièce. Depuis la veille, il revit le drame. Sur place, il n'a rien montré de son émotion. Mais aujourd'hui, le contre-coup est là. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, non. C'est pas évident. On n'a pas le droit, on peut pas sur place montrer ses émotions, c'est pas possible. Et voilà quoi, c'est après. Après ça redescend, c'est la pression, on craque et puis voilà quoi. Ça passera, mais voilà, ici, le fait d'en reparler, voilà. On se dit même, on fait tout pour que ça se passe bien. Enfin, je veux dire, voilà, on pouvait pas faire plus. Et voilà, c'est comme ça. On sait qu'on n'a pas commis d'erreur, on a essayé de faire le maximum. Et puis voilà quoi. On n'oublie jamais tous ces genres de trucs, il y a des choses qui marquent plus que d'autres. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Mais bon, alors on le met de côté, ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre vie. Et puis on aura d'autres moments qui seront plus agréables. Ça passera, hein. On le sait, on en a vécu d'autres. C'est pas la première fois et il faut reprendre du temps avec sa famille un petit peu et sortir un peu du boulot. Voilà, c'est comme ça. Et ça arrive. Alors, certains arrivent à le cacher, moi j'y arrive pas et j'y arrive plus. Je ne suis pas. C'est plutôt toi qui me... On se calme. Il y a votre collègue. La décision est dure à prendre à ce moment-là.